Mortala Diop. Fête internationale de la francophonie. Le Sénégal est au cœur de cette célébration pour plusieurs raisons. Le Sénégal n'est pas seulement pays membre, mais il est membre cofondateur de la francophonie. On se souvient du travail énorme qui a été fait par l'ancien président de la République, Léopold Sédar Senghor, qui, il faut le reconnaître, était l'un des leaders et l'un des pionniers justement de ce mouvement. Le Sénégal a abrité donc la capitale de l'AOF, la française. Donc les Français ont en tout cas étaient d'abord au Sénégal avant d'avoir accès aux autres pays de l'Afrique francophone. Donc là, il va sans dire que le Sénégal a forcément une influence, n'est-ce pas, sur la langue française en Afrique. Le Sénégal est donc un pays phare dans la francophonie. Mais loin de l'institutionnel, les Sénégalais, la jeune génération notamment, connaissent-ils réellement la francophonie? La francophonie. Comment dire, je dirais plutôt que c'est... Je trouve pas les mots, désolé. Tout ce que je sais de la francophonie, c'est que Abdou Diouf en est le président, et c'est tout. Abdou Diouf est le président de la francophonie? Je pense, oui. Ce n'est pas le secrétaire général? Le secrétaire général? Possible, c'est possible. La francophonie, c'est l'organisation des pays ayant en commun la langue française. Est-ce qu'il y a une journée de la francophonie? Oui, il y a une journée. Elle est célébrée quand? Elle est célébrée le 20 mars de chaque année. Ouf, quelqu'un a sauvé l'honneur. Autre question, mademoiselle, quand est-ce que l'organisation de la francophonie a été créée? Depuis Non, mais depuis des siècles, mais la date exacte quoi? Oui, bon, je sais pas. Vers les 1800? 1800, ouais. Non, vers peut-être 1300 ou bien. Mais si vous reveniez demain, on pourra vous dire exactement c'est quoi. On va vous le dire tout de suite. C'est en 1970 qu'elle a été créée à l'occasion de la deuxième conférence de Niamey. Mais il faut souligner que la francophonie est à l'origine une idée de Senghor, Amani Diori et Nordom Sihanouk entre autres. Aujourd'hui, l'organisation regroupe 75 États et gouvernements et compte près d'1 milliard d'hommes et de femmes dans le monde. Elles sont malines, elles nous demandent de revenir demain pour nous dire la date de création de la francophonie. Mais retenez que les élèves disent non à une année blanche. Le cri est lancé ce matin à la place de l'obélisque. Élèves et étudiants du Sénégal ont organisé un rassemblement pour alerter l'opinion. 4 mois sans cours, c'est trop. Ils l'ont dit au micro de Safoura Sow dans ce reportage. La place de l'obélisque prise d'assaut dès 9h. Ce cri de cœur est lancé par les élèves et étudiants du Sénégal. Des t-shirts, pancartes et brassards rouges pour manifester leur mécontentement. Saint-Louis ne travaille pas, Kaolack ne travaille pas, Mbour, donc dans tout le Sénégal ça ne va pas. Alors un problème maintenant qui c'est sûr est national doit être réglé dans les plus brefs délais. On ne peut pas attendre la semaine prochaine ou attendre après les fêtes ou quelque chose comme ça. Nous voulons que le problème soit résolu dans cette semaine-là. Difficile de rattraper le temps perdu. Ces responsables des collèges et lycées disent avoir déjà rencontré les autorités concernées, mais sans résultat. Ils décident donc de passer à la vitesse supérieure. Ces élèves persistent et signent non à une année blanche. On ne veut pas l'année blanche, on ne veut pas aussi l'année invalide. Tous les deux, on ne veut pas, on n'en veut pas. On veut travailler, même si on poursuit les études jusqu'à septembre ou août, c'est bon, on veut étudier parce qu'on ne veut pas perdre cette année. Les parents d'élèves, quant à eux, partagent les préoccupations de leurs enfants. Nous, parents d'élèves, nous souffrons. Vraiment, nous souffrons. Les élèves des établissements privés ont joint leurs camarades du public pour alerter l'opinion publique sur les risques d'une année blanche. Safoura Sow, pour que chaque agent de la RTS puisse bénéficier d'un toit, la dynamique est lancée ce matin. 2 conventions ont été signées dans ce sens. La SOCABEC, la direction générale de la RTS, la BHS et l'amicale des cadres de la RTS se sont engagés pour la concrétisation du projet dans les meilleurs délais. Maman Moussagnan.
Le rêve de tout père de famille est d'avoir un toit avant l'âge de la retraite. À la RTS, les agents l'ont bien compris et les cadres soucieux du bon cadre du personnel ont, avec la direction générale de la RTS, concrétisé le projet. Nous avons commencé à signer des contrats avec le concessionnaire EMG. Il ne reste plus que l'aval de la banque que nous attendons et que nous aurons incessamment. Et aujourd'hui, nous avons concrétisé également donc, notre convention avec Socabek, qui est un promoteur immobilier de référence au niveau du Sénégal, et également la BHS, qui donc, est un bailleur de fonds pour l'habitat. Du matériel pour l'entreprise, c'est une bonne chose. Des véhicules pour le personnel, une autre encore importante. Des maisons, c'est le vœu le plus cher d'un agent de la fonction publique, dira le directeur général de la RTS. Pour Babacar Diagne, avec ses conventions, la RTS vient de faire un grand bond en avant. C'est important d'équiper dans l'audiovisuel une boîte comme la nôtre, d'acheter des faisceaux, d'acheter des caravelles, etc. Mais c'est tout aussi important de mettre les agents dans de très bonnes conditions. Et le faire, c'est d'abord procurer un toit à ces agents. Donc aujourd'hui, avec le DG de Socabek, avec le DG de la BHS, nous avons posé, n'est-ce pas, un jalon extrêmement important qui permettra à nos agents d'avoir un toit dans d'excellentes conditions. Vraiment, je voudrais m'en réjouir, remercier Maman Sam, remercier mon frère Rémi Bokar, mais surtout féliciter l'amicale des Cannes de la RTS. Pour concrétiser le projet, la Banque de l'Habitat du Sénégal s'est engagée à faciliter la démarche. Ces conventions nous permettent, nous banques, de savoir qu'on a signé avec un directeur général qui se soucie d'accompagner son personnel pour l'accès au logement. Ça prouve que la RTS est à côté de ses agents et vient négocier des conditions préférentielles pour ses agents. Et c'est des moments importants pour la banque parce que ça nous permet de nous retrouver avec la véritable vocation de la banque qui est d'accompagner les Sénégalais à l'accès à son premier logement au titre de la résidence principale. Les conditions sont très accessibles puisque ce qui est plus difficile pour quelqu'un qui travaille en salarié, c'est d'avoir accès à un logement, ne serait-ce qu'à un terrain. Et aujourd'hui, les conditions que la Convention fixe sont de telle sorte que chacun peut au moins avoir un terrain. Les parcelles acquises, la banque disponible, les conventions signées, il ne reste plus qu'à démarrer le chantier. Et la Socabek est là. Le plus important programme jamais lancé par un promoteur privé est dédié spécialement aux fonctionnaires. Ce projet déclaré d'utilité publique par M. le Président de la République permettra à un grand nombre de fonctionnaires d'accéder à un toit à un prix dit social. Aussi, nous ne saurions terminer notre propos sans adresser un vibrant hommage aux deux directeurs généraux qui sont avec nous aujourd'hui, à savoir M. le directeur général de la RTS, mais également notre partenaire privilégié qu'est le directeur général de la Banque de l'Habitat du Sénégal. Avec l'acquisition de ces maisons, les agents de la RTS pourront exercer davantage leur métier sans aucune pression sociale. Un projet qui vient à son heure après celui consacré aux véhicules personnels. Maman Moussagna, merci. La RTS dans le social, rencontre entre l'autorité de régulation des marchés publics et la Chambre de commerce de Dakar. Il s'agit de mieux vulgariser les missions de l'ARMP. Sahernia est le directeur général de l'Agence de régulation des marchés publics. Nous l'écoutons au micro d'Ibrahim Ndonga. Nous sommes venus aujourd'hui, mes collègues et moi, pour échanger avec la Chambre de commerce. D'abord rappeler aussi que la Chambre de commerce est membre du Conseil de régulation de l'ARMP. Son représentant nous donne régulièrement des informations sur les missions également de la Chambre de commerce, les membres de la Chambre de commerce d'une manière générale également, les activités de la Chambre de commerce. Et donc il était tout à fait normal de répondre favorablement à l'invitation de son président de venir donc le tenir informé avec ses collaborateurs de l'ensemble des initiatives de l'ARMP. Et je crois que ça a été un échange assez intéressant, assez fructueux. Ça nous a permis également d'informer
année, les différents membres donc, de la Chambre de commerce qui sont venus prendre part à cette manifestation. Ça nous a même un peu impressionnés et surpris parce que nous pensions simplement venir faire une séance de travail avec le président et ses proches collaborateurs, mais il a cru devoir associer également d'autres membres de la Chambre de commerce qui sont venus, tout comme la presse également, ce qui lui permet donc de bien relayer l'information sur l'institution de régulation des marchés publics. La 13e édition de la Foire internationale de l'agriculture et des ressources animales aura bel et bien lieu. C'est l'assurance des organisateurs. L'édition 2012 se tient au CICES du 5 au 15 avril prochain. Les préparatifs sont en bonne voie, nous dit Youssouf Kaba. La FIARA, Foire internationale de l'agriculture et des ressources animales, édition 2012, se tient cette année dans un contexte particulier. En raison de l'élection présidentielle, cette 13e édition est prévue du 5 au 15 avril prochain. Le comité d'organisation est déjà à pied d'œuvre pour réussir l'événement, malgré la conjoncture. Le climat sociopolitique post-électoral suscite des inquiétudes. Mais nous sommes optimistes et nous prions de toutes nos forces le bon Dieu pour que cette période soit apaisée, beaucoup plus apaisée que celle qui a suivi le premier tour des élections. Plus de 400 exposants et 10 000 visiteurs sont attendus à cette présente édition. Des mesures sont prises pour faciliter l'accès suivant les recommandations reçues. À l'issue de chaque foire, on fait une évaluation, on analyse les données et il est ressorti que d'une manière générale, le problème qui est toujours posé, c'est l'enclavement. Donc, depuis 2 ans, nous sommes en train d'étudier également avec les transporteurs la possibilité d'avoir peut-être des moyens de transport beaucoup plus rapprochés et beaucoup plus fréquents pour amener les exposants à rallier le CICES. L'autre aspect qui a été posé lors de la première décentralisation, c'est la 10e édition, c'était le problème de sécurité. Et ça, nous l'avons réglé l'année dernière parce que M. Fall s'en occupe. Et en collaboration avec la gendarmerie de la Foire, vous avez bien vu que l'année dernière, il y avait beaucoup plus d'éléments. Des innovations sont attendues. Elles sont axées cette année sur les résultats de recherche dans les domaines ciblés de l'agriculture et de la pisciculture. Une démarche qui va permettre à de nombreux visiteurs de comprendre le rôle des institutions de recherche dans la lutte contre la pauvreté et l'insécurité alimentaire. Le ministre d'État Aïdembo Tcha Porokhan, elle a été reçue par Serigne Bass Porokhan et Serigne Mountakha Mbacké. Les deux guides se sont félicités des mesures prises pour le bon déroulement du Magal, édition 2012. Pabouna Tchao. Le ministre de la Famille, des organisations féminines de l'enfance et de la petite enfance arrive à Porokhan accompagné d'une forte délégation. Aïdembo a été d'abord reçu par Serigne Bass Porokhan, ensuite par Serigne Mountakha Mbacké. À 48 heures du Magal, le ministre de la Famille est venu procéder au dernier réglage, mais aussi apporter la contribution de son département pour la réussite de l'événement. Prières et recueillements ont ponctué cette visite qui a coïncidé avec l'arrivée du chef de l'État dans la localité. Maître Abdoulaye est venu en bon talibé solliciter des prières pour un Sénégal de paix et de concorde. À présent, lecture de 2 communiqués qui nous viennent du ministère chargé des élections. Le directeur général des élections rappelle que les élections législatives se tiennent le 17 juin 2012. Il informe que pour permettre aux formations politiques ainsi qu'aux listes de candidats indépendants de mieux préparer les investitures, la direction générale des élections organise un séminaire de formation le jeudi 22 mars 2012 à partir de 9h à l'école nationale de police avenue Bourguiba. Le directeur général des élections invite les formations politiques, partis ou coalitions ou listes de personnes indépendantes d'envoyer un mandataire muni d'un acte de désignation. Un autre communiqué, le directeur général des élections rappelle que la caution pour les élections législatives est fixée à 20 millions de francs CFA. Elle est déposée sous forme de chèque de banque à la caisse des dépôts et consignation contre quittance confirmée par une attestation. L'attestation n'est délivrée qu'après recouvrement par la caisse des dépôts et consignation du montant du chèque conformément à la réglementation bancaire en vigueur.
Toutes ces opérations doivent être effectuées avant le 7 avril 2012, date limite du dépôt des candidatures aux élections législatives. À présent, actualité internationale, nous vous proposons de faire un tour d'abord en France. Où est-il? Où se cache-t-il? Le tueur de Toulouse continue de mettre la police française en échec. L'enquête progresse, mais à petits pas. Ce matin, les corps des victimes sont transférés à Paris. Les corps ont été veillés toute la nuit selon la tradition juive. En début d'après-midi, dans la cour de l'école, ils sont placés à bord de 2 fourgons. Ils vont être conduits à Paris, puis en Israël. Autour, les familles et les proches. La peine est immense, la colère dans toutes les têtes. Que tout le monde voit ça! Que tout le monde voit ça! Vers 14h, les fourgons funéraires quittent l'école. Les amis restent là, abasourdis, bouleversés, sans voix. Jonathan Sandler avait 30 ans. Il est mort assassiné avec ses 2 fils, Harriet, 5 ans, et son petit frère Gabriel, 3 ans. La fille du directeur, Myriam Monsonego, avait 8 ans. Ce matin, leurs petits camarades de classe se sont rassemblés dans la cour de l'école primaire. Ils se tiennent la main pour une minute de silence. 3 anges ont quitté. Les David. Les enfants récitent ensuite des prières. Adonai. Merci. C'est pour qu'elle revive. Myriam, je l'aimais beaucoup et maintenant elle est décédée, alors on ne peut plus rien faire. Le ministre de l'Intérieur est là avec son homologue de la Défense. L'équipe enseignante qui a repris le chemin de l'école primaire ce matin est un peu perdue. Il faut que je me trouve les mots, il faut qu'on en parle avec les collègues, je ne sais pas quoi leur dire. Ils sont trop petits, ils ont 4 ans les petits dont je m'occupe. Donc comment leur dire qu'ils sont partis au ciel comme ça d'un seul coup. Le collège, lycée où a eu lieu la tuerie, lui, rouvrira demain. À présent, un tour du monde sous forme de brève illustrée et nous commençons par la France où le Conseil constitutionnel a publié la liste des candidats à la présidentielle. Le Conseil constitutionnel français a annoncé lundi les noms des 10 candidats qui participeront au premier tour de la présidentielle le 22 avril. Parmi eux, le président sortant, Nicolas Sarkozy, le candidat socialiste François Hollande, François Bayrou ou encore Marine Le Pen. Selon les sondages, le second tour du 6 mai opposerait François Hollande à Nicolas Sarkozy. Une série d'attentats en Irak a fait au moins 44 morts mardi, jour du 9e anniversaire de l'invasion américaine. Ici, à Kirkouk, au nord, une voiture piégée a explosé près d'un commissariat. Bilan, 13 morts et 50 blessés. Les attentats coordonnés ont commencé à 7 h du matin, heure locale. Au total, 14 villes ont été touchées par les violences, y compris la ville sainte chiite de Karbala. Un feu de forêt continue de ravager la province du Yunnan, au sud-ouest de la Chine. Le feu qui a éclaté dimanche défie tous les efforts des pompiers et se propage à travers les montagnes boisées de la région. La province souffre d'une sécheresse sévère depuis 3 ans. Plus de 2000 militaires et civils ont été envoyés sur place pour essayer de maîtriser les incendies. Des milliers de fidèles ont assisté aux obsèques du pape Shenouda III mardi en la cathédrale Saint-Marc au Caire. Parmi eux, des religieux venus du monde entier ainsi que des ministres égyptiens et des personnalités chrétiennes et musulmanes. Le chef de l'église orthodoxe copte est décédé le week-end dernier à l'âge de 88 ans. Mardi a été déclaré journée de deuil national en Égypte. Et nous revenons au Sénégal, l'actualité dans nos régions, la lutte contre l'érosion hydrique et la salinisation des terres porte ses fruits à Missira. Nous sommes dans la région de Fatick, les populations ont pu récupérer leurs terres et c'est grâce au soutien technique du programme de gestion intégrée des écosystèmes du Sénégal. Reportage dans ce village de la communauté rurale de Toubacouta, Aramdao. De la mangrove d'un côté du cours d'eau, des champs de riz de l'autre. C'est la preuve qu'ici à Missira,
les terres salinisées ont été bien récupérées. Pour cela, il a fallu améliorer les techniques existantes. Les paysans ont su transformer leurs balancas en de véritables diguettes anti-sel. Les rizières étaient menacées par l'eau salée. Donc, quand le projet était venu, donc, ils nous ont initié avec cette technique de digue anti-sel qui nous a permis de récupérer tout au long de 5 km de diguettes anti-sel qui ont été faits par les populations. Avant l'installation de la diguette, la rizière était envahie par l'eau salée. Le rendement était presque nul. Dieu merci, nous produisons beaucoup plus depuis la fin des travaux. 200 hectares cultivables ont pu être récupérés. L'action du PJS s'inscrit dans le cadre de la gestion durable des terres. La lutte contre l'érosion hydrique s'inscrit également dans le même registre. Pour libérer les populations de ce phénomène, des banquettes isogypse ont été construites dans cette même zone de Missirah. En d'autres lieux, et en fonction des moyens disponibles, les gens utiliseraient ce qu'on appelle des cordons pierreux. Mais ici, à défaut de ça, on peut faire des banquettes isogypse et ces banquettes peuvent être stabilisées et végétalisées à l'aide soit de jatropha qu'on a vu et des anacardiers. Ces banquettes isogypse concernent l'érosion en masse. Pour le ravinement, c'est plutôt des barrages filtrants qui sont utilisés. Ces ouvrages protecteurs ont permis aux paysans d'avoir plus d'espace cultivable et une production nettement supérieure. Les maîtres d'apprentissage de Louga reçoivent des équipements mécaniciens, plombiers, maçons ont en même temps été sensibilisés pour une meilleure intégration de l'apprentissage traditionnel dans leur dispositif de formation. Moussa Thior nous explique. Sur les 16 éditions du Grand Prix du chef d'État sur l'artisanat, les artisans de Louga ont remporté les 12, ce qui démontre le dynamisme de ce secteur dans la capitale du Ndiambour. Une expertise avérée qui donne toute sa pertinence à cette cérémonie de remise des équipements aux maîtres d'apprentissage de la région de Louga. Maître d'œuvre, la direction de l'apprentissage du ministère de l'Enseignement technique et de la formation professionnelle, appuyée par l'agence luxembourgeoise pour la coopération et le développement à travers le projet SEN 024. Aujourd'hui, nous livrons les équipements que le programme a prévu d'appuyer pour permettre justement que les enseignements se déroulent dans vos ateliers et dans les centres ressources. Depuis bientôt 3 ans, véritablement, il y a une évolution extrêmement positive, n'est-ce pas, pour ce qui concerne en tout cas l'avancée de ce secteur-là ou de ce sous-secteur dans la région. Après la sélection des maîtres artisans, le renforcement de leurs capacités et leur équipement, la mission qui est assignée à ces maîtres est l'encadrement et la formation des apprenants, afin de faire de l'intégration de l'apprentissage traditionnel dans le dispositif global de formation professionnelle et technique une réalité. Le matériel que le ministère de l'Enseignement technique et de la formation professionnelle, avec l'appui de la coopération luxembourgeoise, met à votre disposition, devra vous permettre de renforcer votre productivité et d'améliorer la qualité de la formation à l'endroit des jeunes apprenants dans vos ateliers. Je me fais le devoir aujourd'hui de remercier en leur nom l'État du Sénégal, mais aussi et surtout la coopération luxembourgeoise. Avec ces équipements, les artisans œuvrant dans les domaines que sont la mécanique automobile, la maçonnerie, la plomberie, en attendant les autres corps de métier, sont bien partis pour former des ressources humaines qualifiées, afin d'exploiter les énormes potentialités naturelles de la région de Louga. Lutte contre la pauvreté à Djobas dans la région de Thiès, les femmes affichent une grande détermination. Elles viennent de tenir leur journée culturelle pour mettre en exergue le riche patrimoine d'Aïdadia. Ambiance carnavalesque en cette veillée culturelle organisée par les femmes du Djobas. Les meilleurs groupes folkloriques de cette localité située dans le département de Thiès ont rivalisé d'ardeur au stade Iba Mar Diop. Ils ont réaffirmé leur soutien aux femmes de ce terroir, engagées depuis longtemps dans la lutte contre la pauvreté.
Nous luttons contre la pauvreté. Vraiment, nous sommes là, nous luttons et nous voulons que les gens sachent qu'il y a des femmes qui se développent dans le Djobas, des femmes qui se battent dans le Djobas, des Amazones dans le Djobas. Nous souhaiterons présenter au Sénégal, en tout cas à l'État du Sénégal et aux institutions qui soutiennent les femmes, un document de plaidoyer qu'on va appeler La femme du Djobas vous parle. Donc ce sera un document dans lequel on va parler un peu des difficultés que rencontre la femme du Djobas. Et ce sera la femme du Djobas elle-même qui va proposer des solutions, en tout cas, à ces problèmes. 35 associations de femmes se sont donc regroupées autour de la fédération And Sokali Djobas pour améliorer leurs conditions de vie. Elles peuvent compter sur le soutien du conseil rural. Nous pensons que cette initiative qui permet de mettre en avant, de mettre en valeur les capacités culturelles de la femme djobassoise, mais également des structures de Djobas, est également un élément vraiment mobilisateur, mais un élément également stimulant pour le conseil rural et l'ensemble des populations de Djobas. La détermination semble donc être de mise. Les ressortissants de la localité ont compris que le développement peut aussi passer par la culture. Et puis avant de nous quitter, nous vous conseillons ce magazine qui vient de paraître. C'est une œuvre du Bureau national de SOS Réinsertion Sénégal. Esquisse Handicap en est à son 4e numéro. Vous y trouverez en focus l'intégralité de la loi d'orientation sociale relative aux droits et à la protection de nos concitoyens handicapés. Il y a aussi un plaidoyer sur les conditions d'existence des albinos. Les non-voyants de l'INEFJA de Thiès ont aussi fait une importante contribution. Et puis à lire l'éditorial de M. Moustapha Mbouch, ex-directeur de l'École nationale des travailleurs spécialisés. Cette 4e parution de Andy Magazine est titrée « Notre combat pour un destin commun » vous permettra donc de découvrir davantage l'univers des handicapés. Le magazine est disponible en kiosque et à BOP numéro 226 rue 6 Dakar. Merci donc à nos amis handicapés. Tout à l'heure, retrouvez Seynabou Diop Sow pour le journal de la campagne. Un peu plus tard, Omar Ning vous retrouve dans le magazine Parlons Programme. Dans la soirée, Papa Biram Bigendiaï vous sert le dernier journal. Merci de votre fidélité à la chaîne leader. À demain 20h, Inch'Allah.